Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le seul magazine qui ne donne la parole qu'aux femmes, mais sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de règles douloureuses, on va parler d'endométriose, mais aussi de judo, peut-être un peu de planche à voile, sûrement de tourisme, de comédie, de théâtre, d'écoute, de thérapie. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Alors, aujourd'hui, avec moi sur le plateau de Forme, deux femmes extraordinaires, comme d'habitude. À ma droite, Marjorie Bourra. Comment ça va? Ça va, Marjorie? Ça va, je te Merci remercie. d'être là, Marjorie. Merci Avec d'être grand là. plaisir. À ma gauche, Aurélia Franck. Bonsoir. F-R-A-N-K. Il n'y a pas de C. Okay? Merci. Donc voilà, parce qu'elle a des problèmes entre sa carte d'identité, son passeport. Ce petit C voilà. qui se trimballe, qui est rajouté partout. Voilà, non, non. Elle s'appelle Franck comme Anne Frank ou Franck Voilà. Perret. Voilà. Comment allez-vous, mesdames? Franck Sensé, je suis censée. Sensé. Comment allez-vous? J'aime bien. Ça va, Ça merci. va bien? Ouais. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Petit rituel, vous allez vous présenter. Moi, je ne présente jamais mes invités. Marjorie, on commence par toi. Ah, Pourquoi pas? voilà. Pourquoi pas? Marjorie Bourra, un peu plus de la soixantaine. Elle est coquette. Elle nous a dit avant, mais là, elle est un peu coquette. Un peu plus de la soixantaine. Oui. Et beaucoup d'expérience. Beaucoup magnifique, d'expérience, voilà. Magnifique. C'est ce que permet le un peu plus de la soixantaine. C'est l'atout qu'on a à cet âge-là. Voilà, mais tu es bien. Mais oui, mon bien. Ou en forme. Mon bien. Pas le tout avec à houler. J'ai connu mieux, mais c'est plus cher. Bon, c'est plus cher. Mais alors, dis-nous un petit peu plus. Donc, parce que quand je parlais de judo, quand je parlais de tourisme, tu es un peu d'accord. dans tout ça. Mais on va rentrer dans les détails, on a 1 heure pour ça. Mais raconte-nous un petit peu, mais nous, on a appétit. J'ai eu une enfance heureuse et des parents qui m'ont toujours incité à aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Et un père qui nous a dit sport, musique et spiritualité. Donc, dans ce cadre-là, maman dit apprendre l'école. Donc, Nous apprendre. Ah oui, nous apprendre. Mais presque tous mes parents étaient dans la CRE, instituteurs, directeurs, professeurs et tout ça, directrices du moins. Et donc, il n'était pas question à la maison qu'on n'ait pas de bons résultats. Donc, c'est aller tout seul. Et en revanche, de l'autre côté, pour toutes les choses annexes, c'est avec plaisir que papa nous a mis très tôt au judo et maman à la danse. Et puis, quand je suis arrivée à l'école du tennis et revenue de mes études, la planche à voile. Donc, ça fait de belles années, de beaux souvenirs. De belles années, mais surtout, comment dirais-je, une belle école. Et puis beaucoup de médailles aussi, non? Médaille planche à voile, médaille Planche judo. à voile, judo, je ne suis arrivée qu'à la ceinture marron. Comment, ceinture marron? C'est il y a combien de dames? C'est énorme, ça. Jamais fait de judo. Non, la noire, c'est, à mon avis, tout le monde, tous les judokas disent il faut au moins arriver à la ceinture noire. Et puis après, travailler. Mais c'est la dernière, la ceinture noire? Non. Ah bon? Non. Après la ceinture noire, il y a au moins 5 dames de plus. Et le 6e, vous changez de couleur de ceinture, elle devient rouge et blanche. Donc toi, marron, c'est juste avant noir? Ouais. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu n'as pas fait le noir? Parce que mon fini comme maman, j'ai eu mon bac, maman a dit allez faire vos études. Et donc tu as fait des études de quoi, en fait? Secrétariat quadrilingue. Ah, voilà. Et puis, comment ça s'appelle ça? École de presse. Et puis, beaucoup Attaché de presse, relations presse? Attaché et relations presse. D'accord. Et puis, un peu de presse de... Comment ça se dit déjà? Presse institutionnelle? Non, mais ça, c'est venu après. Ça, c'est venu après, puisque très tôt, j'ai été embauchée dans une institution qui s'appelait Office départemental du tourisme de la Martinique. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, il y a longtemps, ça ne nous rajeunit pas. Longtemps. Voilà. Et qui est devenu ensuite, avec l'apparition du conseil régional, où M. Aimé Césaire était président encore, c'est devenu ARDTM, et puis quelques années après, 15 ans, Comité martiniquais du tourisme. la fusion des deux qui a donné le comité martiniquais du tourisme. Il y a eu comité... Non, uniquement ODTM, ARDTM, Ok. CMT. Alors, tu es quadrilingue, donc you speak English, hablas espagnol, ou capaz de français. Porque mi padre viví en Venezuela durante 48 años. Ok, son père vivait au Venezuela pendant 40 ans. C'est chaud. 48. 48, mais 48 aussi. Et donc, c'est une langue qui m'est familière.
dès l'école. Hein, j'aimais ça. Donc, j'ai eu de magnifiques professeurs aussi, M. Darnal, M. Compère. Mais vraiment, j'ai été gâtée. Tout le long de ma vie, j'ai vu chaque fois, à chacune de mes étapes, j'ai été gâtée. Et dans ce milieu favorable, on ne peut qu'avancer positivement. So, Anton, Tell me. tell me. Okay, you speak English also. I try to. Good. Your English is good or middle or poor? You have to practice for your English to be good. I think that we. Ok, enfin, on va parler français chaque fois, mais j'ai toujours une occasion de frimer avec les langues parce qu'on a reçu des professeurs d'anglais, donc je fais. You need to de practice. temps en You need temps, to moi, practice. Moi, je pratique pas assez. Hein, je le Aurélia- comprends, mais Et c'est ce que je disais. Pour bien parler une langue, il faut la Il faut pratiquer. pratiquer, ouais. Et donc l'allemand, mon je l'ai père. oublié depuis Ben, c'est longtemps, ça. alors que c'était un de mes atouts au début. Monsieur Guanel, je me souviens, il m'envoyait. Je suis allée souvent aux Grenadines avec des Allemands. L'aller-retour, c'est. Quand on est jeune, découvrir la vie ainsi et travailler dans ce qu'on aime, on ne travaille pas. Oui, on se fait plaisir. c'est ça. Mais quand tu pratiques la langue, parce que tu faisais du tourisme, on va rentrer dans les détails, mais vite fait, tu étais dans le tourisme, le fait de pratiquer une langue, si tu veux, c'est pas la même chose. Oui, Tu oui. as besoin de ça, n'est-ce pas? Absolument. De bien comprendre les C'est langues. un atout. Tout à fait, c'est un atout. C'est même une nécessité. ouais, c'est indispensable. Et donc, tu dans le parles donc tourisme. français et espagnol. Français, espagnol, l'allemand, je l'ai un peu oublié, mais l'italien aussi, parce que j'ai des cousins italiens, Germain, et la sœur de papa, qui est religieuse, a fait plus de 20 ans à Milan, et donc elle parle couramment. Quelle belle vie. Oui. En tant que riche, tout ça. religieuse. C'est très Oui, riche. Oui, je c'est te très dis, riche. je suis gâtée. Oui. Je sais que je suis gâtée. J'en ai conscience et je remercie. Et la la spiritualité, vie. c'est quoi? C'est la religion ou bien c'est la pratique d'autres formes de Pas spécialement de spiritualité? religion, mais la conscience d'un être supérieur, D'accord. que moi j'appelle Dieu, mais que d'autres appellent différemment, et une pratique régulière. Tu pratiques? Oui, Tu vas à l'église? on peut dire ça. On n'a jamais beaucoup parlé de religion sur le plateau, là, mais c'est Parce qu'il y a intéressant, hein. toujours dit, pas parler de religion et pas parler de l'argent, ça qu'a fâché. Et puis politique non Et puis plus. politique. Non, mais Donc, nous en parler, fait, nous parler de tout ça. mais nous De qui ça nous a parlé, alors, finalement? on peut parler spiritualité, Oui, mais sans parlons parler bien, La religion. spiritualité fait complètement, moi, partie de mon travail. hein. travail. C'est un outil Alors, et une aide absolument. précieuse. C'était la Absolument. façon de te passer la parole, Aurélia. Merci. Quelle classe, quel tact. Attention. Quelle diplomatie. Donc, Aurélia. Aurélia Franck, je suis psychopraticienne sur le diamant en cabinet libéral. Et donc, je suis spécialisée en relations d'aide. J'ai été longtemps assistante sociale, en fait, avant. Et donc, voilà, mon parcours, ça a été d'abord deux grandes passions, la danse et l'humain. Et comme je ne savais pas quoi choisir, j'ai choisi les deux. Donc, pendant 10 ans, j'ai donné des cours de danse. Mais quelle danse? Danse classique? danse Contemporaine, moderne. Voilà, j'ai une base classique. Hein, j'ai fait de la danse classique jusqu'à 16 ans. Donc voilà, pendant 10 ans, j'ai enseigné la danse et en même temps, j'ai été assistante sociale. Ah oui? À Où tu étais? dans région parisienne. J'ai été à l'éducation nationale pendant plusieurs années en hôpital psychiatrique. Mon dernier emploi d'assistante sociale ici, c'était au centre pénitentiaire de Ducos. D'accord. Donc voilà, donc j'ai on va dire de 20 à 30 ans, voilà, j'ai cumulé ces deux emplois. Et puis la vie a décidé de me mettre quelques petits barrages. Et voilà, vers 30 ans, j'ai commencé à me sentir extrêmement fatiguée. Je me suis dit, je travaille un peu trop, je cumule 2 emplois. Donc j'ai décidé de prendre une année cool et de voyager. C'est comme ça que je suis arrivée ici avec mon sac à dos et que je ne suis jamais repartie. Martinique, bel pays. Et tu étais fatiguée, pourquoi? À cause du travail? Et en fin de compte, non, je me suis rendu compte après, d'autres symptômes se sont installés, hein, des symptômes, plein de symptômes. Et en fait, là, ça a été une lutte et une quête qui a duré 10 ans, en fait, avant qu'on trouve Que tu avais l'endométriose. Voilà, et donc c'était l'endométriose. Et donc... C'est ça qui te causait ta fatigue Oui, alors la fatigue chronique fait partie des symptômes. Quand on demande aux femmes les 2 symptômes principaux dans l'endométriose qui peut les... Mais pas ta main, excuse-moi pour le micro. Oui, pardon. Qui peuvent les embêter le plus, embêter, le mot est faible. Voilà, c'est la douleur qui est vraiment extrême. Hein. Oui. Moi, avant mon opération, il y a 2 ans et demi, c'est de la morphine hein, qu'on prescrit. Hein. On en arrive là. Hein. Ah ben. Donc voilà, on est dans des douleurs... Chroniques. Voilà, chroniques. Donc, qui sont des douleurs localisées ou des douleurs générales parce qu'on a autre chose, d'autres Alors, elles organes? sont localisées, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, c'est comme dans toutes les maladies chroniques, il y a plein de difficultés. La spécificité de l'endométriose, c'est que le diagnostic est très long. Très Et long, donc, entre 7, 8 ce très ans, long, 10 ans pour toi. voilà, ce très long fait qu'on en arrive à un stade où il y a beaucoup d'atteintes, donc beaucoup d'atteintes internes. Quand les organes sont touchés, c'est L'organe souffrant. étant souffert.
C'est ça, oui. Et on cumule des douleurs mixtes, puisque ça s'associe avec des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que les nerfs au niveau du bassin, les nerfs profonds peuvent être touchés. En plus, on sait qu'une personne qui vit 3-4 ans dans la douleur et qui n'est pas traitée, le cerveau bug au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il déforme la douleur, la perception, et c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. D'accord. Donc voilà, moi je vis avec des douleurs neuropathiques tout le temps. Voilà. Bon. Mais 10 ans de diagnostic, c'est long. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, pour ces femmes, c'est se dire que s'il n'y avait pas eu cette errance, elles ne seraient pas dans cet état-là. Ça crée des situations d'invalidité. On va parler de comment c'est diagnostiqué, pourquoi ça l'est si tard, qu'est-ce qui est fait aussi. Il y a des choses qui se font. Enfin, on a l'impression que sur cette question-là, ça bouge. Ça bouge, en fait, depuis quelques années seulement, quoi. La parole s'est libérée parce que des personnes connues en ont parlé. Des sportives, des actrices, des chanteuses en ont eu marre et ont exprimé leurs difficultés de vie et leurs souffrances. Et les langues se sont déliées. Il faut savoir que l'endométriose, c'est une femme sur 10, donc c'est énorme, une femme sur 10. Bon, on va faire un petit jingle, le petit jingle focus. Je veux vous parler de violences faites aux femmes. Alors, des fois, dans cette émission, on parle de choses un peu graves, mais on va essayer de le faire quand même dans la bonne humeur. Jingle focus. Moi, je suis empathique. Ah oui, complètement. Une éponge. Marjorie est très sensible, donc Marjorie, non, mais c'est vrai que c'est une réalité qu'on connaît peu, Marjorie, effectivement. C'est pourquoi j'évite. Voilà. Bon, c'est bon. On va quand même un petit peu en parler cet après-midi. Mais on va en parler. Alors, moi, je veux vous parler du dernier rapport de l'OVIFEM. Vous savez ce que c'est, mesdames, l'OVIFEM? Non. L'Observatoire territorial des violences envers les femmes, donc en Martinique, qui a fait le dernier rapport qui a été fait donc, entre l'OVIFEM et la LEFPA. Ce sont des rapports annuels. Donc, l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Donc, ce rapport est sorti. D'ailleurs, France Antilles, notre journal, notre quotidien, on y a consacré un dossier. Et je vous signale d'ailleurs que ce rapport est consultable en ligne sur le site de l'OVIFEM. On va voir peut-être s'afficher derrière moi des extraits, des captures d'écran, puisque Focus, c'est comme ça qu'on fait généralement. Donc, je l'ai dit, ce rapport porte sur la période des 2020-2021. Non, on ne va pas les voir, mais ce n'est pas grave. Plusieurs chiffres importants. Donc, les violences conjugales déclarées sont stables, donc entre 2020 et 2021, à peu près stables, puisque on a 762 cas de violences conjugales déclarées contre 767 donc en 2021. Donc, on peut dire que c'est stable, donc il y a 5 cas de plus. Mais alors, si on fait la comparaison sur les 5 dernières années, c'est-à-dire 2017 à 2021, on passe. Alors, c'est vraiment un gros boom parce qu'on passe de 483 cas et des violences déclarées. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas déclarées. Et donc, de 483 à 762 cas. Et puis, alors, il faut savoir que les coups et blessures volontaires constituent l'essentiel de ces violences. Donc, les coups, 83% des coups, voilà, donc violences faites aux femmes dans le foyer. Hein. Oui. Voilà, on parle de violences conjugales. Alors, autre élément intéressant, enfin, avec des guillemets, bien entendu, les plaintes pour violences sexuelles sont, elles aussi, en hausse, donc sur les 5 ans. Donc, 207 en 2017 contre 370 en 2021. Et alors, ces violences sexuelles, 44% se déroulent dans le cadre familial et 56% hors de la famille. Il y a un petit point aussi qui est fait dans ce rapport. Je vous incite vraiment à aller faire un tour parce que c'est vrai que c'est bien, on parle beaucoup de ces choses-là, mais voilà, de mettre des chiffres effectivement sur ces réalités. Donc l'accueil qui est fait, donc il y a un accueil qui est fait par l'Union des femmes de la Martinique, donc il y a reçu, il y a eu le confinement, le Covid qui a un peu fait bouger les choses, mais donc 1043 personnes reçues en 2021 par l'UFM. Et puis un autre organisme, enfin il y en a d'autres, mais la Croix-Rouge aussi, qui fait de l'accueil de ces femmes donc, qui sont victimes de violences. Donc il a accueilli 73 victimes de violences sexuelles, 79% sont de sexe féminin. Donc il y a aussi des hommes qui viennent, qui sont effectivement victimes. Et il faut comprendre qu'il y a 53 mineurs qui ont été accueillis par la Croix-Rouge. Donc les mineurs sont aussi concernés par ce fléau. Et puis le centre d'hébergement d'urgence, le CHU, le centre d'hébergement d'urgence qui a été remplacé par le CHRS Urgence, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'urgence, peut désormais accueillir 21 personnes. Bonne chose. Donc on est passé de 7 capacités d'accueil à 21. Et en 2021, le CHRS Urgence a accueilli 138 personnes. Enfin, je voulais dire 2 mots du téléphone grave danger.
Donc il y a un dispositif d'éloignement en fait des personnes violentes à l'égard des victimes et le bracelet anti-rapprochement donc qui complète le dispositif d'accueil de ces femmes, etc. Et donc en 2021, 18 téléphones grave danger ont été donnés à des femmes. Voilà, donc c'est pas très réjouissant. Alors dans cette peut-être un commentaire. Les dispositifs sont encourageants en tous les cas. C'est intéressant. Oui. Voilà. Et les choses, en tout cas, ce que je retiens, c'est que la parole des femmes se libère. Et alors il y a eu des phénomènes effectivement ces dernières années, peut-être avec MeToo, etc. Mais on a l'impression que la parole des femmes se libère. C'est un peu ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'elles se libèrent à tous les niveaux, en fait. C'est pour ça qu'on les entend bien parler. Mais ça serait intéressant aussi, bon, je sais que ce n'est pas le parti pris, mais ces hommes aussi, du pourquoi ces hommes agissent comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à faire pour aider ces hommes-là? Parce que je pense que la souffrance n'est agréable pour personne, surtout pas pour celle qui la subit, mais même pour celle qui la donne et qui la projette. Je pense qu'il y a de la souffrance de tous les côtés, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a nécessité de protéger. Mais si on veut comprendre, il faut aller chercher aussi les réponses. Pour avoir une société en meilleure santé. Mais oui. En meilleure santé. Et alors, une autre information pour finir le focus, et puis on va revenir à vos parcours, mesdames. Donc, c'était dans l'actualité, mais on en parle, c'est peut-être plus souriant. Pour les femmes, la pilule pour les hommes qui serait en bonne voie, la pilule. Voilà, donc après des essais cliniques sur les souris, me semble. Oui, c'est ça, oui, j'ai vu ce matin. Le laboratoire qui met au point cette pilule pour les hommes, donc qui ferait supporter la charge de la contraception MO2. Ce laboratoire attend de pouvoir faire des essais après les souris sur les hommes. Ce sera peut-être plus usité que le préservatif. Ben, probablement, pourquoi pas, à voir. En tout cas, à suivre. À suivre, pour celles qui peuvent. Mais je trouve que l'idée est intéressante de faire porter aussi, que les hommes prennent conscience que ça peut être une charge pour les femmes, la contraception. Oui. Et que ça ouvre le débat. Est-ce que ça va conduire à quelque chose? Mais en tout cas, c'est intéressant qu'on ne laisse plus cette partie-là exclusivement aux femmes. Non, c'est une solution un peu plus facile à adopter. Oui. Mais sinon, moi, je crois que les hommes en ont conscience. Peut-être pas dans les faits, en Martinique peut-être, mais moi, dans mon entourage, les hommes sont conscients. Que c'est une charge. Oui, pour eux aussi. Oui. Absolument. Oui, mais c'est une charge réelle parce que quand tu prends la pilule, enfin pour les femmes qui prennent la pilule, on a beaucoup parlé par exemple des interactions avec la cigarette par exemple, sur les effets sur le cancer, des choses comme ça. Donc la prise de poids, la prise de poids, etc. Les déprimes, la baisse de libido, etc. Donc il y a tous les symptômes, mais je pense qu'ils sont contents de nous les laisser, quand même les effets secondaires. En tout cas, on va, il faut aller dans le sens du progrès. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Jingle, mot de femme. Voilà, on revient au parcours de ces dames qui sont avec moi sur le plateau. Marjorie. Alors Marjorie, tu as fait du théâtre. Tu as joué la comédie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Volontiers. C'était à quel moment? C'est un excellent souvenir. J'avais 33 ans. Je travaillais à la RDTM et parmi les amis de mon directeur qui passaient de temps en temps, il y avait un monsieur qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Xavier Orville, qui est excellent écrivain, professeur d'espagnol. Et il s'est trouvé qu'un jour, on se rencontre à Casse-Pilote où j'habitais, et lui aussi. Donc, on était qu'à boire un petit de l'eau coco, et puis il me regarde, il me dit « Tu seras ma bergamote ». Je dis « Pardon ». C'est la romance, c'est ça? La romance. La romance, c'était en 95. Exact. Et en fait, de là est née d'abord une belle amitié. Il m'a donné son document à lire. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça, Xavier. Des tirades de 3 pages pour un personnage, en fait le mien. Parce que j'ai dit, mais tu me donnes le premier rôle, je n'ai jamais fait de théâtre. Petite parenthèse, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, mais c'est en comédienne. Ça, c'est les mamans. C'est les mamans. Et donc, donc ça s'est très bien passé. L'apprentissage, la scène, l'approche, le respect des autres comédiens, puisque j'avais à côté de moi deux personnes professionnelles, des monstres, Aurélie Dalma et Élie Pénon.
qu'on ne présentait plus. Et puis moi, j'arrive là et puis j'ai le premier rôle. Et alors, tu as vécu ça comment? Ah, mais trop bien. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, trop bien. On voit dans les thérapies, le théâtre. Tu l'utilises Alors non, aussi? moi je fais de la danse, Ah de oui. l'art-thérapie danse forcément, ou mouvement on va dire, parce qu'on est des fois simplement sur des postures, hein, suivant les capacités des gens, mais tout ce qui est artistique, et effectivement le théâtre fait partie aussi On dirait que ça d'un m'attendait. outil extrêmement On dirait que- intéressant. Absolument, on Ouais. dirait que ça m'attendait. Donc finalement, on a passé peut-être 6 mois à répéter. Et puis c'était pour le festival, l'ouverture du festival De Fort-de-France de Fort-de-France au théâtre municipal, Maman, devant maman, Aimé mais Césaire, pression, pression. et tout ça. Et quand il s'est levé à la fin, quand il a applaudi, j'ai regardé, j'ai pensé à mon papa qui était au Venezuela, parce que franchement, il y avait tous ses amis étaient là, il avait dit allez voir, allez voir, allez voir, allez voir. Et tu étais fière. Si que Et tu n'as pas eu un petit trou de mémoire à un moment? Il y avait un souffleur quelque part? jamais, pas ni soufflet. Non, pas ni- c'est quoi la ressource? Donne-nous un truc. J'étais donne-nous un étonnée truc. moi-même. J'étais étonnée moi-même parce que j'ai dit je ne pourrais jamais Et dire. comment tu as fait? Comment tu as fait? Au cas apprendre, les répétitions. Ouais, c'est ça. Et l'ambiance. Faut que ça vienne un Et Xavier automatisme. Orville, la confiance. Et chaque fois de te dire, moi je ne savais pas, on le fait normalement, tu parles, tu mets un silence et tu reprends. C'est inné. Il y en a qu'il faut Le rythme. Il y en a à qui il faut l'apprendre, mais il y en a à qui C'est pas ça on n'a vient pas tout. besoin. on n'a pas besoin de dire ça. Et Xavier me disait, chaque fois il faisait. Et donc ça a rythmé notre. Mais le mieux, c'est qu'une fois que cette pièce a été jouée pendant le festival la semaine, qu'elle a été redemandée à la réouverture du théâtre en septembre, et puis qu'il nous dit on va en Côte d'Ivoire jouer la c'est pièce, génial. parce que le roi Bédier l'a demandé, et avec le billet. C'est ça, le Et tu as partage et voyagé, les tu as- échanges. hein. Tu as beaucoup voyagé par Oui, ton mais travail. pas par le travail. Bon, le théâtre, c'était Martinique, Guadeloupe, Paris, on a joué au Châtelet, et puis Côte d'Ivoire. Et puis ça s'est arrêté, mais on va taire les mauvaises vibrations qu'il y avait autour de cela après, qui ont fait que ça s'est as arrêté. laissé. Non, j'ai pas laissé, Oui, ça s'est s'est arrêté. d'accord. Mais les voyages, c'est depuis l'âge de 3 ans. Papa, maman, nous Et capati. puis- Et grâce à mon travail, surtout. Et grâce au tourisme. Oui, grâce au tourisme. Au comité martiniquais du tourisme, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. Mais la chance, c'est pas, on va lui donner ça, c'est grâce à mes aptitudes, compétences, tes à mes aptitudes. Il faut Et, les saisir. Elles sont là et en fait c'est ça aussi. c'est-à-dire qu'on a fait un audit et l'audit a révélé mes capacités. Et la présidente de l'époque, moi j'ai été avec Madame Grandmaison, j'ai été avec Madame Roy Camille, Madame Mousseau, et la dernière, je l'ai déjà rencontrée une fois, bonjour Madame. Mais c'est surtout une qualité de rapport. Et toi, tu t'occupais des événements, c'est ce que tu faisais beaucoup. Pas seulement. Pas seulement. Alors j'étais à la communication institutionnelle Oui, oui. et la communication personnelle des présidentes. d'accord. Donc j'étais en transversal sur tous les dossiers du CMT et à nos bureaux de New York, Montréal, Paris et Fort-de-France. C'est riche. Ah oui. C'est riche. De rencontres. Et quand je parle de chance, c'est pas vraiment une chance parce que c'est du travail Oui. et c'est la reconnaissance du travail de qualité. Et puis c'est surtout le petit plus que j'apportais parce que j'ai une âme d'artiste et chaque fois trouver un slogan ou dire c'est ça qui ira là. Et quand vous travaillez avec des gens qui le savent et qui exploitent entre guillemets Oui, dans le bon positivement, sens. Ça se passe bien. positivement, Ils vous sont dire, dans la bon, reconnaissance. Marjorie, trouve-nous La quelque chose. reconnaissance. La provocation, l'occasion. Ce qui nous manque souvent à nous femmes, c'est l'opportunité de montrer ce qu'on sait Exactement. faire. Et là, j'ai eu l'opportunité. Oui, la confiance et me- du coup oui, et je le me suis créatif a pu. réalisée. c'est Et ça. même dans des choses un peu trop avant-gardistes pour l'époque, parce que souvent les gens ne sont pas prêts. Je vais raconter quelque chose parce que elle va pas en parler, mais j'avais dans la tête un projet qui s'appelait Ma Martinique à moi, qui a été soutenu par une de nos élus qui est maintenant décédée. Je lui rends hommage. Madame Lesdemont. Vraiment. Marilyn. Et la présidente, Roy Camille, a dit c'est bon. Et tout de suite, c'est parti. Ils m'ont donné carte blanche.
Moi, je vais vers les gens que j'aime et dont je reconnais la qualité de travail. Je suis allée à Caraïbes parce que je connaissais Air Caraïbes. Je suis allée à, je ne sais plus où, et puis je suis allée à Trastevere. À l'époque. Elle avait organisé un voyage, attends, je vais finir l'histoire. Elle avait organisé un voyage avec des journalistes. Et nous, on avait donc organisé avec Trace un voyage de journalistes européens, français, qui étaient venus ici pour découvrir la Martinique. Et donc, il y a eu, c'est un voyage de presse, mais bon. Auquel j'ai rajouté des vedettes. Et puis voilà. Et puis alors, moi, c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai fait un baptême de bébéiole. C'est super, je veux refaire, bravo les yoleurs. Ah ouais, vraiment, bravo les yoleurs. On va parler du tourisme tout à l'heure, mais je vais donner la parole à Aurélia. Aurélia, donc toi, on a parlé d'endométriose, toi-même tu as atteint d'endométriose et tu développes en fait, parce qu'on a bien compris que l'endométriose c'est de la douleur que tu disais, voilà, donc ça peut être sur l'utérus, mais ça peut aussi se... Oui, ça peut atteindre, la maladie atteint d'autres organes. Donc la définition de l'endométriose, c'est des cellules qui ressemblent à de l'endomètre, qui se retrouvent donc en dehors de l'utérus et qui se baladent, voilà, et qui va se coller au plus près. Donc au plus près, souvent c'est la vessie, les intestins, mais ça peut remonter jusqu'au diaphragme, au poumon, etc. Donc voilà, de bien comprendre que l'endométriose n'est pas juste des douleurs de règles tous les 21 jours. C'est autre chose. Et toi, donc, tu développes dans ton activité de thérapeute une façon de vivre ça, autant que faire se peut, le mieux possible. Et tu dis ça, mais avec non, c'est ça, c'est pas ça. Non, c'est qu'à un moment donné, voilà, moi je me suis retrouvée à avoir des symptômes qui arrivaient, qui étaient de plus en plus importants. Une errance de diagnostic où on me disait, il y a rien. Donc ça a duré 10 ans. Mais on me prescrit quand même des médicaments, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des antidépressifs, parce que forcément on se retrouve du jour au lendemain à plus pouvoir conduire, marcher. Moi ça a été très rapide, voilà. Et au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. J'ai décidé stop. J'arrête tous les médicaments. J'arrête d'aller voir des médecins qui me renvoient en fait plutôt des choses un peu négatives sur ma personne. On dit c'est dans la tête, tout est voilà. Et donc j'ai arrêté, puis je ne travaillais plus, je n'étais plus en capacité de travailler déjà à l'époque, donc voilà. Donc pas de revenus, rien. Et je décide de m'attacher seulement à mes symptômes et d'essayer de m'adapter suivant mes symptômes. Donc j'avais repéré des choses sur l'alimentation. J'avais repéré que si je buvais un peu d'alcool, de café, ça augmentait mes douleurs. Donc je me suis renseignée, j'ai trouvé l'alimentation anti-inflammatoire, donc j'ai fait ça. Après moi j'avais des capacités, je savais que j'avais un don en magnétisme, que je coupais le feu. Je me suis dit tiens, intéressant, peut-être que je peux me faire du bien à travers ça. Donc je me suis fait former à l'école de magnétisme à Lille. Je suis aussi également maître Reiki, qui est une méthode d'imposition énergétique japonaise. Et puis après, j'ai essayé la sophrologie pour gérer la douleur et je me suis dit, chouette, donc je me suis formée. 2 ans, je suis devenue sophrologue. 2 ans, je suis devenue relaxologue. Sachant que j'étais assistante sociale avant et que j'étais déjà formée à la relation d'aide, j'ai décidé en fait de mettre tout ça. Et de le proposer aux gens, tout ce que j'avais trouvé, mais je ne suis pas la seule à l'avoir trouvé, je l'ai trouvé, mais d'autres personnes ont fait ces recherches-là. Et il n'y a qu'au bout de 10 ans en fait, que j'ai eu le diagnostic et que les médecins ont eu l'air surpris en fait, que j'ai pu mettre des choses en place sans savoir ce que j'avais et des choses très adaptées. J'ai dit, en fait, je me suis posée, j'ai été à l'écoute de moi-même et je me suis adaptée. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu accueilles tu as beaucoup de femmes qui viennent te voir pour ça. Alors donc dans mon cabinet, j'accueille toute personne qui peut avoir des difficultés de couple, des dépressions, des moments de vie, simplement des gens qui ont envie aussi de faire du développement personnel, d'apprendre à mieux se connaître. La spiritualité fait partie aussi d'un outil utilisé. Il y a des gens qui sont stressés, qui veulent se relaxer. Mais c'est vrai que ça commence à se savoir, je suis spécialisée dans les maladies chroniques, la gestion et le soulagement de la douleur. Tout à l'heure, donc, on évoquait la spiritualité. Donc, quelle est ta perception ou ta conception de la spiritualité adaptée à ton activité? Comment tu t'en sers? Je m'en sers par rapport à l'énergie. Donc, je suis énergéticienne puisque j'ai plusieurs pratiques liées à l'énergie. Et on se rend compte que l'énergie va être un peu notre boîte noire, notre carburant, mais qu'il y a aussi d'autres informations qui passent. Voilà. La spiritualité, je pense que c'est la foi. Et la foi, c'est le contraire du doute. On va dire que c'est arrêter de douter, trouver du sens aux choses, y croire et avancer. Et très personnel. Ouais. Et voilà, moi je n'adhère à aucune religion, je le dis aux gens. J'ai glané des choses par-ci par-là, mais j'ai toujours eu la foi.
Mais alors, comment tu intègres ça dans la relation de soins? Alors, je l'intègre, je leur propose des choses de l'ordre de la méditation, voilà, qui peuvent être des outils, des livres, beaucoup de livres à lire. Après, je ne veux rien imposer. Voilà. Donc, je dis toujours, dans ma vérité, moi, j'ai cette foi, tu la prends ou tu la prends pas. En tout cas, elle fait de mal à personne, si elle peut être utile. Et c'est en plus, avec la religion, il n'y a pas de souci. En fait, ça se rejoint tout ça, en fait. Tout à fait. Je pense que les gens prient, en fait, ils s'en rendent pas compte, ils méditent, et ceux qui méditent ne se rendent pas compte qu'ils prient. Enfin, voilà. La méditation, donc, en fin de compte, c'est juste mettre d'autres mots, en fait. Et oui, la foi, c'est leur dire, c'est le contraire du doute. Arrêter de douter d'être la bonne personne au bon moment, au bon endroit, et trouver du sens dans ce qui arrive. Et du respect pour ceux qui pensent autrement. Oui. Aussi. Et je pense que quand on fait ce travail d'introspection, quand on se regarde en face, qu'on se voit avec nos qualités, nos défauts, nos blessures, nos failles, c'est ça qui nous permet de respecter les autres, c'est de se respecter soi-même, de faire ce travail d'amour envers soi. D'amour envers soi, oui, c'est vrai. On arrive à s'aimer et du coup, on peut aimer les autres. Alors, il y a, sur le plan un peu du diagnostic, tu disais, donc on est quand même devant une réalité qui traîne, quoi. C'est-à-dire que, une réalité qui traîne. Le diagnostic est posé tard, entre 7 et 8 ans, mais il y a quand même des initiatives intéressantes. Et ça, je l'ai découverte, cette initiative, sur la page Facebook que tu animes, qui s'appelle, je cherche le nom. Alors, il y a quoi, le test Native? Non, je cherche le nom de ton Facebook. À l'association Native Santé Martinique. Martinique. Donc, c'est une association qui s'est montée cet été pour œuvrer dans le domaine de la santé, sur le diamant, mais après, voilà, l'association est sur le diamant. Et donc, on m'a proposé, si je le souhaitais, de faire du bénévolat et de gérer la partie endométriose. Oui. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de visuels. Et alors, il y avait un reportage très intéressant de France 3, Hauts-de-Seine, qui parlait de cet hôpital de jour qui a été ouvert en Picardie. Donc, en fait, on se rend compte qu'il faut former les gens. Oui, les médecins ne sont pas formés à l'écoute de ces personnes particulières qui disent « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Donc, il faut, par exemple, avoir l'idée de prescrire une IRM pelvienne, par exemple. C'est pas juste de l'écoute psychologique. Le problème, c'est que l'endométriose, on vient avec des symptômes très différents qui ne semblent pas avoir de lien entre eux. Moi, si je parle de mes symptômes, j'ai des symptômes urinaires puisque j'ai la vessie touchée, j'ai des symptômes gastriques puisque j'ai les intestins touchés, j'ai des symptômes, je vis avec des sciatiques, des lombalgies et des cruralgies tous les jours de ma vie parce que j'ai une atteinte des ligaments utérosacrés. Donc en fait, tu as une sciatique, on va t'envoyer vers un rhumatologue, un urologue pour la vessie, et rien ne prend sens en fait. Et en fait, il y a une méconnaissance de cette maladie, et voilà, c'est réduit à des douleurs de règles tous les 21 jours, alors que ce n'est pas ça cette maladie, ce n'est pas que ça, c'est le début. C'est vers 14 ans, quand les règles arrivent, ça se limite à ça. Et puis très vite, la maladie, pour certaines personnes, c'est très variable. C'est la fertilité. Alors voilà, il y a 50% des femmes qui ont de l'endométriose, qui ont des problèmes, en tout cas d'hypofertilité, c'est qu'il va falloir faire des traitements, des opérations pour permettre une fertilité. D'accord. Ça, on sait peu ça. Moi, je sais que c'est très... Non, c'est peu connu. Oui, et puis c'est peu visible. C'est-à-dire que quand on me voit, là, je pense qu'on a l'impression que je suis en très bonne santé, que tout va bien, alors que je suis sur un seuil de douleur... Sur une échelle de 1 à 10 là, je dois être à 4 sur 10, ce qui est plutôt un bon jour. Mais tu ne prends pas de médicaments? Non, alors moi, j'ai fait le choix de prendre aucun médicament antidouleur. C'est un choix personnel. Je ne critique personne qui... La douleur est atroce. Quand on arrive à un stade où on est sous morphine, on imagine bien la détresse qu'on peut ressentir. Ça a été mon choix parce que c'est pas je me tords la cheville et pendant 6 mois je prends de la morphine. C'est à vie, c'est-à-dire moi depuis l'âge de 14 ans je serai sous morphine. On connaît les effets secondaires. En plus on sait que la morphine au bout d'un moment par exemple déforme aussi la perception au niveau neuronal. Donc il faut éviter. Alors on est sur des produits quand même, là aussi ça bouge sur le CBD qui est quand même un produit intéressant. Donc du cannabis sans la molécule qui fait voir les éléphants roses. THC, oui. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Après moi je suis sur des pratiques de relaxation, de méditation et puis je pense que l'acceptation est nécessaire de la pathologie pour s'adapter. Je ne vis pas normalement. Je me lève tous les matins, j'ai des étirements à faire, j'ai un TENS, des électrodes à poser pour envoyer des petits signaux à mon cerveau pour pas qu'il me rende trop malade. J'ai une hygiène de vie particulière, j'ai une alimentation anti-inflammatoire. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas d'alcool. Voilà, Tu fais du sport?
Alors c'est difficile parce que voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai été opérée, donc je suis en rééducation 2 fois par semaine chez le kiné et je reprends la marche. Donc il y a 2 ans et demi, je ne marchais plus, je ne conduisais plus. Donc je reprends petit à petit. Voilà, ça met Il y a un du temps. réseau aujourd'hui. Oui, il y a quand même beaucoup d'associations en Martinique. Donc il se passe des choses, ça bouge, on en parle. Donc voilà, moi j'ai une permanence téléphonique gratuitement. On peut me téléphoner tous les derniers vendredis de chaque mois, où on peut m'appeler les conjoints, les personnes concernées, des enfants sur l'endométriose pour voilà. Et puis donc il y a ce site. Ce site dont je parlais tout à l'heure, donc association, enfin une page Facebook, association Native Santé Martinique, et voilà. donc il y a plein d'infos effectivement. Alors moi je voudrais qu'on reparle de sport. On a parlé de théâtre, Marjorie, de sport. On a parlé de judo un petit peu. On a parlé de ceinture marron, mais on n'a pas parlé de judo au féminin et de hajime parce qu'il y a voilà, judo féminin, il y a un mot qui circule. C'est quoi hajime? Hajime, ça veut dire on commence, débutons, allons-y, on nous aller. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ce groupe est né il y a 1 an, 1 an et 3 mois peut-être, et de la nécessité de davantage de visibilité pour les judokas féminines. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas des femmes. Non. Comme partout, comme souvent ailleurs, les hommes ont la part belle dans l'image, Oui, dans la représentation. Mais et alors ces femmes, Michel Fagot, je dois dire que je ne suis pas Michel Fagot, c'est la première femme je connais un féminine. petit peu parce que ma fille fait du judo. C'est elle la première ceinture noire de la Martinique qui a dû se battre pour que soit accepté qu'une femme accède à la ceinture noire. Elle s'est battue. Et elle a attendu 7 ans de ceinture marron à ceinture noire avant de l'être. Et elle s'est battue, elle est allée voir les dirigeants. Mais elle avait de quoi se battre en même temps. Non, mais c'est son tempérament. Michel a un tempérament. Si vous la rencontrez, il n'est pas qu'à faire la fête. Il n'est pas qu'à faire la fête. Mais toutes les autres... Carole Sinègre. C'est une Martiniquaise qui a 5e dan. Carole, oui. Marie-Claude Ivaldi, qui a été championne vétéran, championne du monde. Oui. Prenez des notes, messieurs, dames. Luce Alexandrine, 3e dame. Oui. Sophie Sylvanise, hip hip hip, ouais, 3e dame. Catherine Léonille Vilsan, hip hip hip, ouais, 3e dame. Spécialiste de jiu-jitsu. Cataline Lager, hip hip hip, ouais, 2e dame. Oui. Alors, elle, c'est quoi? C'est judo. Qui donc? Cataline Lager. Elle est en France maintenant. D'accord. Christelle Surena, 2e dame, s'il vous plaît. Amandine Gavant, 2e dame. Donc, voilà. Et donc, cette association... C'est pas vraiment une association, c'est un collectif, beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour évoluer, met en avant, met en lumière le travail de ces femmes pour protéger, encourager, propulser les nouvelles générations. Alors le judo, parce que le judo, moi je n'ai jamais eu l'idée de faire un sport de combat comme ça, je sais pas, mais en même temps qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pourquoi? Toi, tes enfants... Oui. Mon mari est judoka. Et oui. Alors, la chose intéressante dans le judo, c'est surtout la philosophie. C'est quoi la philosophie? Le code moral de 8 valeurs essentielles qui te suivent pour la vie. D'ailleurs, le slogan, c'est le judo, un sport de vie, un sport pour la vie. D'accord, mais c'est quoi les valeurs? Alors, il y a l'humilité, l'amitié, le respect, la sincérité. J'en ai donné 5, il en manque 3. Quand même 2 ou toi, mais non, mais c'est la pratique. La pratique, même dans la pratique, il y a une philosophie. Oui. C'est utiliser la force de l'autre. Oui, voilà. Ça, c'est intéressant. Oui, et puis c'est le Dalai Lama qui dit la compétition est le début de la guerre. Et justement, c'est pour ça que c'est important dans la compétition d'y mettre un pendant de respect, etc. Absolument. Pour justement ne pas être dans une compétition malsaine qui est de dépasser l'autre pour être le plus fort, mais de se dépasser soi à un moment précis. En fait. Et Dan, quand tu arrives à la ceinture noire, c'est là que commence vraiment la pratique. Parce que tu as eu tout ce temps pour te familiariser avec l'esprit du judo. Mais il y a beaucoup de disciplines sportives aussi qui apportent ça. Par exemple, dans le hip-hop, par exemple, tu as des valeurs aussi. C'est possible, mais c'est au judo que ça a été inventé par Jigoro Kano, le créateur du judo. Et donc, bien sûr, heureusement que nombreux sont les sports qui s'y rallient, heureusement. Et alors, les femmes arrivent à trouver leur place mais complètement. De plus en plus, en tout cas. Ma fille, en tout cas, elle a trouvé sa place. Ma fille, elle a 9 ans, il n'y a pas de souci. Elle est contente, elle aime cet échange. Et puis, je pense que c'est une façon aussi pour les filles de... C'est pas de se défendre, on n'est pas sans arrêt attaquer non plus. De prendre confiance. Ouais, de reprendre le pouvoir. De prendre confiance, je n'irai pas jusque-là. De prendre conscience du pouvoir qu'on a. Prendre conscience du pouvoir, oui. Voilà. C'est ça. Et il n'est pas que physique,
bien sûr, mais d'être dans une activité où elles sont à égalité, là en tout cas dans les cours hommes-femmes mélangés, c'est génial. Mais ça mène du respect aussi. Du travail fait entre autres par l'UFM. Dimanche 6 mars, nous avons fait une journée autour de cela, en invitant des profanes. La prochaine, c'est toi. Et tu seras avec Miss Martinique, qui m'a déjà répondu oui. Et puis avec qui d'autre? Docteur... Faut m'inviter, je viens. Oui, celle qui est Jessie de Vacabonne. Vous serez toutes les 3. Ah ben très bien. Kimono, judoji sur le dos. Gavini, je n'ai jamais mis ça sur mon rendez-vous est pris, vous aurez des images. Bon, voilà, tu vas me faire les images. Alors, comme on parlait d'hommes, on disait, voilà, j'aurais voulu savoir le rôle ou la place. C'est pas évident pour un compagnon. Moi, j'ai vu donc toujours sur ton Facebook, enfin cette page, un très beau témoignage d'une femme qui était très touchant. C'était pas du tout dans le, comment dire, dans le pathos. Hein. Elle était vraiment très digne. Elle parlait de comment son compagnon, là, précisément, se trouvait à ses côtés pour vivre ces moments difficiles. Mais elle parlait de choses très concrètes. Il n'y a pas de sexualité normale. C'est une femme, elle disait qu'en 4 ans, elle avait fait elle a eu des rapports sexuels avec son compagnon peut-être 4 fois, parce qu'il y a une espèce d'appréhension en fait. Il y a des douleurs, voilà, il y a des appréhensions, il y a des douleurs réelles. Il y a des femmes qui peuvent avoir des atteintes dans le vagin, dans l'utérus, donc physiquement. Physiquement, c'est compliqué. Et ça fait partie aussi des choses que je travaille avec les femmes et les couples que je reçois, parce qu'il est possible d'avoir une sexualité peut-être différente, et c'est là qu'il faut ouvrir. Mais c'est tout à fait possible, et puis c'est un bon antidouleur. C'est vrai. La difficulté, elle n'est pas tant d'avoir une sexualité, c'est le changement de sexualité. Voilà. C'est travailler pour que la sexualité change en fait, parce qu'elle n'est plus adaptée. Elle était adaptée à un corps qui ne faisait pas mal. Et en fait, il faut adapter. Et en fait, oui, c'est possible d'adapter. Et ça, il faut que les deux, forcément... C'est pas évident. On imagine en fait le niveau de dialogue, de communication, d'amour entre ces personnes. D'amour, et effectivement, tu as mis le doigt dessus, de communication. C'est-à-dire que quand l'un des deux a une maladie chronique qui va impacter toute sa vie, sa propre vie et sa vie de famille, parce que tout le monde est impacté par ma pathologie, déjà parce que je travaille moins, donc c'est important quand même de le dire, c'est une situation de précarité aussi matérielle et financière. Comme c'est une maladie qui est peu connue, il n'y a pas de reconnaissance, donc aucune aide. Et puis quand on a 10 ans d'errance de diagnostic, être aidé pourquoi? Pour rien. C'est quoi l'espoir quand même? L'espoir, c'est que ça soit reconnu en ALD, donc infection de longue durée. Ça commence à bouger. Que la MDPH aussi reconnaissent un certain taux d'invalidité pour certaines femmes. Ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. On voit encore des médecins. Mais moi, en 10 ans, je pense que j'ai vu une vingtaine de médecins qui n'ont pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé, il y a aussi des médecins que j'ai été voir. Je leur ai dit, ça y est, je sais ce que j'ai de l'endométriose. Ah, c'est pas grave. C'est-à-dire que même quand on sait, la maladie peut être banalisée. Mais parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, c'est ça, mais c'est quand même... Excuse-moi, Aurélia, est-ce qu'aujourd'hui, dans des études Bon, on a parlé de la Picardie, est-ce qu'aujourd'hui, un médecin apprend ça? Forcément, maintenant. Non, il faut qu'il se spécialise, parce qu'on comprend bien la difficulté. Un gynécologue chirurgien, il est compétent pour travailler sur l'utérus. Une fois qu'il ouvre et qu'il y a des morceaux sur la vessie. D'accord. Voilà. Donc le médecin doit se former à tous les organes pour pouvoir enlever. On va pas ouvrir à chaque fois, puis un médecin va venir, il va s'occuper de la vessie, l'urologue, et voilà. Donc effectivement, il faut une volonté de se former. Il faut déjà qu'on propose aux médecins de se former et que l'endométriose soit plus d'un cours de 5 heures sur 5 ans d'études de médecine. C'est ça aussi. Et la question se pose, pourquoi une maladie qui a été découverte en 1860, pourquoi il n'y a aucune recherche? Pourquoi les médecins, alors que ça touche une femme sur 10, c'est énorme? Donc toi, tu dis que c'est parce que c'est des femmes? Je pense. Bon, allez, on a planté notre drapeau là. Je pense que si les hommes, les hommes devaient avoir un problème de santé qui provoquerait des problèmes pour avoir des relations sexuelles normales et des problèmes d'infertilité et des douleurs qui les empêchent de faire du sport et d'aller travailler, on va trouver une solution. On se serait penché dessus depuis un moment. Donc il faudrait une espèce de téléthon, ça n'a jamais été fait, ça, téléthon endométriose. Donc recherche pour avoir des... Oui, parce qu'on ne connaît toujours pas la cause, donc on ne peut pas la guérir, on ne peut qu'agir sur les symptômes. Et c'est détecté à quel âge? Ça détecte quand on pense. Moi, les premiers symptômes sont arrivés à 14 ans. Ça y a plus de 10 ans, le diagnostic. Voilà. Parce que en écoutant ton récit, je me disais, une jeune femme qui n'a pas encore choisi son cycle d'études pourrait décider, qui a cette maladie, pourrait décider de devenir médecin. Et là, quel meilleur spécialiste qu'elle. C'est sûr que, moi, je sais que mes clientes, le plus, c'est quand même...
Et pas forcément que l'endométriose, mais la douleur. Quand on sait ce que c'est que de vivre dans la douleur, l'empathie. Alors j'avais déjà une grande empathie en tant qu'assistante sociale. Forcément, elle s'est décuplée. Les personnes qui sont en souffrance physique, je vis moi-même dans la douleur depuis longtemps. Trop longtemps, des décennies. Donc je sais ce que c'est et à quel point ça peut prendre toute la place. Oui. La douleur s'impose, quoi. Oui, elle finit par prendre la place au niveau du corps, au niveau de la tête, au niveau de tout. On n'a plus d'amis, on sort plus, on voit plus personne, on ne travaille plus. C'est un impact sur le professionnel, sur le sentimental. Là, aujourd'hui, tu travailles et tu accueilles. Je travaille, mais j'ai pas une vie normale. J'ai un rythme de vie très adapté. Je travaille, j'ai fait une reconversion professionnelle parce que je ne peux plus être assistante sociale, parce que je ne peux pas travailler à plein temps, parce que je ne peux pas conduire tous les matins dans des bouchons, ce qui me déclencherait des crises inflammatoires. Je ne peux pas tenir une posture debout plus de 10 minutes. Voilà. Donc, en fait, ça ne se voit pas, mais je ne vis pas normalement. Toute ma vie est adaptée. Donc, j'ai fait une reconversion et je pense que c'est la seule solution pour moins être impacté, c'est d'adapter toute sa vie à l'état dans lequel on se trouve. Et puis, tu es dans le soin, tu es dans le rapport à l'autre, qui est aussi une forme. Mais oui, alors je l'ai toujours. Voilà, et c'est là où je trouve du sens aussi dans cette épreuve. Parce que pourquoi ça m'est tombé dessus, ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, le sens, c'est que voilà, j'étais déjà dans l'empathie, assistante sociale, j'aimais déjà ça. Et effectivement, je trouve du sens là de pouvoir accompagner les gens et de pouvoir les soutenir, les comprendre et les aimer. Est-ce qu'on sait si c'est héréditaire ou pas ? Je ne me pose pas cette question. Non, je rigole. C'est parce que je dis ça parce que j'ai une fille. Il y a des terrains quand même. Voilà, parce qu'il y aura une partie génétique. Il y aurait une partie aussi. On en parle beaucoup en Martinique sur les perturbateurs endocriniens. Oui. En Martinique, il semblerait qu'il y ait plus de femmes atteintes et que les atteintes soient plus rapides et plus profondes. Ben, peut-être. Il n'y a pas plus joyeux, non ? Non, mais là, il faudrait peut-être lancer un appel parce qu'il y a cette. Comment tu appelles ça, mon Dieu, ce dépistage, cette chlordéconémie, il faudrait inciter les dames à aller se faire tester pour faire il y a une grosse suspicion, mais c'est quand on aura testé le maximum de gens, là on peut se faire tester. Je crois que il faut aller se faire tester pour qu'on évalue vraiment ce lien. Et les femmes n'ont pas été écoutées par rapport à ces douleurs. Moi, j'ai une femme l'autre fois, qui m'a entendue dans un reportage, qui m'a appelée de métropole, une dame d'un certain âge, je crois plus de 70 ans, qui me dit bon, je suis martiniquaise, maintenant je suis en France, mais je voudrais vous remercier parce que moi, cette maladie, pendant 30 ans, elle a impacté sur ma vie, il faut absolument en parler, etc. Donc c'est vraiment, ça a une incidence forte. Enfin, moi, là, par exemple, ce matin, je n'ai pas pu travailler parce que je venais là, je savais que j'allais conduire, donc je ne peux pas travailler la même journée que je conduis. Donc ce matin, j'ai fait tout un tas de choses pour pouvoir être sûre d'être à peu près. Mais Marjorie, c'est sa vie. Mais oui, je comprends bien. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça ne se voit pas. Et voilà, je suis maquillée, je suis toute pimpante. On ne se dit pas que je suis malade, que j'ai 46 ans et que je ne vis pas normalement. Eh bien, si. Bon, alors, sans transition, mais vraiment sans transition, on va reparler de tourisme. Sans transition. Ouais. Mais il faut un peu dans tout ça, un peu de gaieté, de joie et tout ça. Joie, mais oui, voilà. Mais oui, on en a besoin, justement. Le tourisme a apporté beaucoup de joie. Le tourisme a apporté beaucoup de joie. Ah oui. Non seulement parce que ça t'a fait voyager, mais alors est-ce que tu dirais... Non, c'est surtout le plaisir de concevoir les choses, le plaisir de faire plaisir au plus grand nombre, le plaisir de voir les choses, une petite idée qui t'arrive à la tête, que tes directeurs trouvent bonne, voire géniale, et donnent les moyens de la réussir. Mais aujourd'hui, je t'interromps 2 secondes. Aujourd'hui, avec le Covid, tout ça, le tourisme, c'est un petit peu compliqué. Ces dernières années, tu es un petit peu triste. Il est clair qu'on passe de mauvais moments, autant en institution que chez les professionnels du tourisme, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on a progressé? Toi qui as vu toutes ces années, est-ce qu'on a progressé? Je me rappelle à un moment des années 94 sur ATV, il y avait des émissions Destination Martinique sur le tourisme, on faisait de la sensibilisation, de la formation grand public, on va dire. Où nous avons tous été des pionniers. Certes, mais on a tout fait, tout vu. Est-ce que les choses ont évolué au niveau de l'acceptation du touriste? Est-ce que le tourisme est bienvenu? Ça a évolué. On était dans des débats, quel type de tourisme? Le tourisme de masse, le tourisme un peu poète-poète, le tourisme un peu... Tu sais très bien que ça a évolué. Enfin, je dis poète-poète, je parle n'importe quoi. Le tourisme un peu haut de gamme. Moi, j'aime bien tout ce tourisme. Moi, j'ai des tas de touristes qui viennent faire des soins énergétiques chez moi, je fais des soins bien-être, tout le monde n'a pas envie de se lancer dans une thérapie, et donc voilà, j'ai des touristes qui viennent. À ton échelle, les gens que tu reçois. Oui, qui sont des touristes. Mais à grande échelle sur la Martinique, les choses ont évolué
À quel niveau? À quel... Eh bien, par exemple, une diversité de produits qui n'existait pas. Oui. Justement, avec cette nouvelle capacité de communiquer à travers le web et tout ça, les produits sont testés. Avant. Oui, et donc tu viens, tu sais ce que tu achètes, tu sais, et la Martinique garde cette très belle image de rêve qu'elle a. Et est-ce que, parce que je me rappelle qu'à l'époque, mais ça remonte, c'était donc, qu'est-ce qu'on vend, quoi? Parce que bon, on a le soleil, etc. Mais là, maintenant, on dit, il y a le patrimoine, il y a l'histoire, il y a la montagne Pelée, il y a Saint-Pierre, il n'y a pas que les plages de sable blanc. Non, on a toujours mis l'accent sur l'authenticité. Oui, mais authentique, oui. Mais l'authenticité, c'est quoi? Aller manger comme le... Je vais schématiser. Tu vas pas manger un steak frites. Tu vas essayer de manger pas un craboudin non plus. Tu vas manger, voilà, un chatou, un vivanneau grillé, des choses comme ça. Le lambi, comme le lambi a beaucoup de succès. Aïe, aïe, aïe. Macadam, en tout cas, moi, mes touristes, ils reviennent. En zaboka. Isabelle Bock, ouais. Non, mais c'est l'authenticité. Découvrir une autre culture, une façon de penser, d'autres paysages, une autre façon de voir la vie aussi. C'est exactement son ça. rapport à la nature aussi, aux plantes, à tout ça. Oui, authentique. Martinique authentique, Martinique magnifique. Comment, comme disait notre Francisco. Et alors, est-ce que vous savez combien de temps il nous reste? Je ne sais pas, mais on resterait bien. J'imagine. On resterait Parce bien. que pour refaire le monde, il reste faut 4 du temps. minutes. Donc, 4 minutes. Donc, quelle est la personne, quelle n'est pas la personne, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Dans ma vie totale, mon père. Mon père. Comment s'appelle ton papa? Jean Bourra. D'accord. Ah, mon père. Et jusqu'à aujourd'hui, il me reprend quand je fais des fautes. Il me guide sur mes pensées en me disant « pense à ça et on en reparle ». La musique. Mon papa, c'est la musique, toutes les musiques. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est au Théâtre Saint-Ville. Tu te rends compte, il est revenu à l'espace où il habitait avec sa maman il y a combien d'années. Voilà, c'est là. Donc la musique, pourquoi la musique? Parce que ça ouvre l'esprit, parce que ça calme. Mais parce qu'il chantait, il était non, c'est Monsieur Musique. Il se baladait toujours avec son Evox. Il enregistrait, d'ailleurs, il a fait un disque il y a 2 ans, à 88 ans. Il a produit un CD de musique avec Alain Jean-Marie, avec ses potes. Et la musique a toujours été un refuge. Mais je pense que le sport, tout ce qui est artistique, on sent le lien du coup, en fin de compte. Absolument, mais c'est comme ça que mes parents nous ont élevés. Musique, sport, spiritualité et puis travail. Et alors toi, l'homme qui t'a le plus influencé, marqué Un homme, non, je ne saurais pas dire. Non, mais des fois, les femmes disent l'homme c'est une femme, donc. Mais j'aurais pas un nom à citer. Il y a tellement de personnes, mes parents, ma famille, forcément. Et puis Christine, qui a été mon professeur de danse, pendant des années et qui m'a permis de faire plein de choses. Mais même tous les gens que je reçois tous les jours et que j'ai reçus comme assistante sociale tous les jours, ils me donnent énormément et tout ça, ça rajoute des choses. Ouais. Et tu es dans la relation et c'est ça qui. Oui, et par rapport aux femmes, puisque il me semble important de dire que jusqu'à présent, c'est le seul moyen de transport qu'on ait trouvé pour arriver sur Terre, c'est le corps des femmes, et qu'il serait temps d'être dans le respect. Donc, voilà. Mais ce n'était pas encore le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le mot de la femme, juste après ça. C'était mon mot. Voilà, ça n'était pas le mot de la fin, mais c'était son mot à elle. Peut-être que tu en as un deuxième, Aurélia, non? Le mot de la fin. Non, il était pas mal celui-là, mais il était très bien. Voilà, trouver le juste milieu entre rien lâcher et tout lâcher, en fait, parce qu'on parle beaucoup du lâcher prise, mais en fait, il faut rien lâcher, mais tout lâcher en même temps. Il faut être entre les deux, tenir, relâcher, se reposer, tenir, et voilà. Être toujours en émi-corps, ça c'est des postures de yoga. Tout est dans l'harmonie. Voilà. Et dans l'équilibre. Le mot de la femme, le mot de la fin. Oui, bien volontiers. Alors, j'en avais 2, elles sont parties. Je vais commencer par la dernière. Tu as parlé de théâtre avec Xavier Orville. Dans ces longues tirades que j'avais, il y a une phrase qui me revient tout le temps. C'est « Même les mauvaises langues n'arrivent pas à m'attraper ». Et ça, c'est une parole chaque fois que je me rappelle pour aller dans ce sens. Continuer. Go on. Yes. Ben we keep going on. We keep going on. Let's going on. Thank you very much. Je vais m'arrêter là, d'avoir suivi cette émission avec ces femmes. On a parlé de choses très intimes. Marjorie était bouleversée. Merci d'avoir été là, Marjorie. Merci pour ta présence. Je suis ravie. Merci Aurélia d'avoir été là. Merci.
Restez sur Zitata. Merci pour On les se émotions. retrouve le mardi soir sur Zitata avec des femmes tout aussi extraordinaires que mes deux invités du jour. À bientôt. Bye ciao. bye. Bye bye. Au revoir. Femme,